Bonjour à toutes et à tous. Nous avons essayé de commencer à l'heure, de ne pas prendre trop de retard. Je suis très heureux d'accueillir Hélène Wesbord, qui est à côté de moi, et Sorge Chalandon pour cette rencontre donc, intitulée Souvenirs d'enfance, héritage mémoriel, en partenariat avec le Mémorial des déportés de Mayenne, dans le cadre des 10 ans du mémorial et de la programmation Mémoires en héritage. Le sujet de cette rencontre, c'est que fait-on d'une mémoire héritée quand elle fait histoire? Quelques mots. Alors, j'ai lu avec passion Hélène Wesbord de Talons d'Achille, avec ce sous-titre « Toute vie est un bricolage mythologique ». Et j'avais lu en son temps, quand il est sorti, avec grand intérêt également, Enfant de salaud de Sorge Chalandon, dans lequel vous revenez, Sorge, sur la figure de votre père, puisque en fait votre travail aussi, Sorge, est un peu un travail mémoriel, aussi à la fois personnel, je dirais, et collectif. Voilà. Alors je ne reviens pas, je termine. Vous terminez, oui. Ça sera, on dit ça, mais c'est vraiment le dernier là sur votre oui. père. Voilà, je le fais devant témoin, oui, c'est le dernier. Devant témoin, très ça bien. Y est. Alors, on va évoquer donc ces sujets, notamment alors Hélène Wesbord avec Talons d'Achille. Donc, je vais dire quelques mots sur vous. Vous êtes née en 1936 de... Non. Bah, je sais pas, écoutez, il y a peut-être des gens qui ne vous connaissent pas ici. Non, bon, alors on passe à autre chose. Alors directement, on va parler de Talons d'Achille, on évite les présentations longues et on va parler d'Enfant de salaud. Alors peut-être pour éviter ces présentations longues, je vais me permettre, si ça vous va, de lire le tout début, parce que justement, alors il faut dire au passage que L'amour sans visage, malheureusement, qui est un livre que vous aviez écrit, publié en 2013, voilà, n'est plus disponible. Sorge vient d'acquérir le tout dernier exemplaire. Le seul qui était ici. En tout cas. Le seul qui était ici. Il faudrait dire à votre éditeur, Hélène, de le rééditer. Qu'en pensez-vous? Dites-le lui, rien de tel que les lecteurs. Hein. Voilà. L'éditeur, c'est Christian Bourgois. Donc si Christian Bourgois. Si Christian Bourgois ou si quelqu'un m'entend des éditions Christian Bourgois, merci s'il vous plaît de rééditer L'amour sans visage d'Hélène Wesbord. Ça serait sympathique parce que dans une manifestation comme le Festival du premier roman et des littératures contemporaines de Laval, qui en est qu'un seul exemplaire, parce que l'auteur a eu la courtoisie, la gentillesse et l'élégance de l'apporter, c'est pas normal. Voilà. Et dans la chambre de Léonie aussi, qui est ici, merci Sorge, et en effet... Préface de Jean-Yves Tadier, vous abordiez aussi votre parcours, votre vie. Et on peut le trouver, celui-là, La chambre de Léonie. Il est... Ça va être difficile aussi. Ah. Parce que là... Je peux recommencer, si vous voulez. Allez, vas-y. Non, parce que là, il y a un problème. C'est que les petits éditeurs ont beaucoup de mal à vivre. La chambre de Léonie a été éditée aux éditions du Vistemboire, qui est une édition située en Normandie, à Caen. Très, très bonne maison d'édition, avec un format spécial. Et moi, j'ai souhaité que La chambre de Léonie, qui est un livre sur Proust, soit édité dans une maison normande, car il s'agit de Proust en Normandie, et de moi, bien entendu, l'interférence entre l'univers proustien et mon propre univers. Mais hélas, cette petite maison d'édition, suite au Covid et à toutes sortes de difficultés, va mettre la clé sous la porte. Alors, donc le prologue donc, de votre... Il est là, donc là déjà on est... Et en effet, c'est vrai qu'il faut défendre ces petites maisons d'édition. Et donc je vous recommande d'acquérir le livre, Sorge peut-être aussi si vous souhaitez. Oui, voilà, on va commencer. La chambre de Léonie. Le prologue donc de votre livre Talons d'Achille, toute vie est un bricolage mythologique aux éditions Les Belles Lettres. Le mythe parle à une enfant de la Shoah. Si je me tourne vers le passé bien lointain qui est le mien, étrangement, il m'en reste peu. Rien d'un paysage déployé sous mes yeux, mais plutôt une carte fragmentée où quelques éminences se distinguent, des moments isolés, taillis, emmêlés. L'écriture peut-elle restituer davantage, faire émerger des pans cachés? Ma vie, selon la biographie, fut bousculée, rompue même dans le plus jeune âge. Je cherche ici à comprendre ce que fut la succession de deux existences. Comme si un anneau magique s'était tourné à mon insu, une partie du monde avait disparu, je me retrouvais dans l'autre hémisphère, tête en bas et pieds en l'air. Une chimère. Il ne s'agit pas ici de recoller les morceaux, mais d'imaginer la persistance du jeune être qui était toujours moi et pourtant pas celui qui avait survécu au séisme. Comment? Et Achille, avec son talon dans cette affaire,
il appartient à mes apprentissages scolaires. Pendant des années, je me souviens de l'exercice continu pour maîtriser la langue grecque. D'abord, la difficulté de lecture d'un alphabet autre, à la différence du latin, qui m'avait de suite enchanté par sa solidité. Plus tard, pour l'agrégation, j'avais dû m'entraîner à la traduction improvisée d'une page d'Homère. L'épreuve redoutée du petit Homère, comme on disait. Hélas, ne l'ayant guère enseigné par la suite, j'ai tout perdu de ma familiarité avec la langue ancienne et j'en éprouve la tristesse d'une désertion de ma part. Mais la force de ces récits me poursuit plus qu'à l'époque des concours. Leur lecture est-elle encore de mise quand des merveilles technologiques proposent des énigmes, des enquêtes à n'en plus finir? Rien n'était à disposition dans ma jeunesse. Quelques images de réclame qui vous envoyaient aux tropiques quand le froid et la guerre sévissaient. Des flashs, un moment d'éblouissement. Mais la vie interrompue de l'enfant que j'étais, comment aurait-elle pu se poursuivre sans le fil de récit? Vivre et se raconter à soi, c'est tout un, même quand les mots n'impriment pas encore au-dedans. J'ai senti, quand il m'a fallu revisiter d'un peu près les années lointaines, à quel point elle s'était nourrie des fables mythologiques, celles qu'on s'invente sur base d'archétypes en suspens, dans l'air qu'on respire, et plus tard des œuvres écrites. L'Iliade et l'Odyssée sont une source pure, intarissable pour le lecteur qui s'y aventure sans pouvoir s'en sortir depuis des années comme je l'ai fait. Cherchant à approcher l'imaginaire de l'enfant, d'autrefois, j'ai emprunté les voies des récits anciens. L'Odyssée d'Homère s'y prête par le récit fascinant d'une longue errance. Lisant par fragments, en tous sens, elle m'a ému autrement que jadis, et je me suis perdu avec délice dans le dédale de ma propre histoire et les détours enchantés du récit. Quand si peu de souvenirs existent, pas de traces confirmées, reste l'enquête à mener. Je ne l'ai pas engagée à l'époque où des témoins m'y auraient aidé. Était-ce un hasard ou le fait que d'emblée, j'avais choisi la fiction comme mode de vie? Voilà. Et donc, c'est ce qui est, voilà, le livre va être comme ça, irrigué. Peut-être une réaction à cette lecture, Sor Chalandon? Non, vous avez lu les yeux fermés. Oui. J'écoutais parce que j'aime bien. Quand j'ouvre les yeux, je vois autre chose que les mots. Donc, il faut que je ferme les yeux pour voir les mots. Ce qui est très intéressant, Hélène Edbord, c'est que ce rapport à la mythologie, le livre est irrigué par l'Iliade, l'Odyssée, par la figure d'Achille. Finalement, cette mythologie antique, lointaine, nous permet, et ça c'est intéressant aussi dans le livre, de mieux comprendre peut-être ce qui fait certaines caractéristiques de notre époque actuelle, la violence. Et le livre va être comme ça, un peu irrigué par ces va-et-vient, justement, entre cette figure d'Achille, l'Iliade, l'Odyssée, et votre histoire personnelle dans ce magnifique Talon d'Achille, aux belles lettres. Voilà, je vous laisse. Bon, merci d'avoir lu un texte un peu long, mais c'est la meilleure façon d'aborder la littérature. Hein. Il n'y a rien de tel. On va écouter des commentaires aujourd'hui avec les auteurs même, mais rien ne vaut la lecture d'un livre. Alors, effectivement, je veux dire, ce qui a été pour moi le point de départ de ce livre-là, puisque vous parlez du rapport à l'actualité. Ce qui a été le point de départ, c'est d'ailleurs dit, hein, je crois, au milieu du livre, c'est disons, un drame qui a eu lieu, je crois que c'était en 2016, en juillet, dans l'église proche de Rouen, à Saint-Étienne-du-Rouvray, où un prêtre a été assassiné sur l'autel, disant une messe au petit matin avec 3 ou 5 vieillards qui étaient là en train de l'écouter. Et le massacre a été accompli par 2 jeunes terroristes qui l'ont égorgé et qui ensuite ont jeté à l'un des vieillards un appareil photo pour qu'il filme la scène. J'écris très rarement en réaction directe à un événement, mais là j'ai écrit une page dans mes cahiers, ce n'était pas du tout, c'est très différent d'un livre, j'ai écrit une page sur le sacrifice bestial que ça représentait. Et je me suis dit, il faut que je retourne
à mes lectures originelles, il faut que je reprenne l'Iliade. Je connais très bien l'Odyssée, mais l'Iliade, beaucoup moins. Et j'en gardais le souvenir d'un livre de guerre et de combat. J'ai relu l'Iliade l'été qui a suivi, ce juillet 2016, et j'ai découvert complètement autre chose. Alors, je vous recommande de lire l'Iliade. C'est un livre de grande humanité et ce n'est pas du tout une apologie des combats. La preuve, et je m'arrêterai là-dessus pour l'instant, on y reviendra, la preuve que le héros de l'Iliade, à part un bref épisode, est quelqu'un qui est furieux contre Agamemnon, le chef, et qui ne participe pas à la guerre, qui est replié dans sa tente avec son ami Patrocle, en train de goûter les plaisirs de la vie. Donc voilà, lisez l'Iliade. Alors, c'est vrai que j'aurais pu, Sœur Chalandon, il y a votre livre, Enfant de Salaud, débute par un passage très... Vous retournez, vous allez sur les lieux d'Isieux, où il y a eu ces enfants déportés. Yann Wasborg est présidente, je crois que vous êtes présidente honoraire, hein, c'est ça, des enfants. Présidente, j'ai vu. Il y a marqué présidente honoraire dans une bio, présidente tout court des enfants. Vous êtes, oui. Et vous êtes allé, et ce livre s'ouvre comme ça, Enfant de Salaud, par ce voyage justement à Isieux, et après on va basculer très progressivement sur le procès de Klaus Barbie en 1987. Que vous couvrez, vous assistez en tant que journaliste, et vous allez aussi on va retrouver la figure du père au passage. Que vous inspirent les propos d'Hélène Westbord sur l'Iliade, au lycée, ces rapports entre l'Antique? Écoutez, je ne sais pas. Il faut que je relise l'Iliade, donc c'est un excellent conseil. Parce que nous avons tous lu l'Iliade enfant, et c'était un livre, enfin c'était toutes ces choses qu'on nous donnait à lire et qu'on ne comprenait pas. Parce que la langue était complexe, parce que l'histoire était complexe. Et donc, je pense que c'est des choses qu'il faut relire adulte. Mais en tout cas, si vous le permettez, donc je n'ai pas relu l'Iliade, donc je vais le faire, parce que maintenant j'ai un très bon conseil, et j'ai une obligation morale supplémentaire. Mais je peux parler d'Isieux, quand même. Tout à fait, je comptais commencer comme ça. C'est le 6 avril 1944 qu'a eu lieu cette... Voilà, ouais. C'est-à-dire que ce n'était pas des enfants d'Isieux, c'est 44 enfants. 44 enfants. Et parmi eux, il y avait... Coco Boulka, 4 ans. Parce qu'on dit les enfants d'Isieux, on sait plus ce que c'est une sorte de 44 enfants. Et Coco Boulka avait, par exemple, 4 ans. Pour moi, ce qui était important, c'est que j'allais assister au procès Klaus Barbie à Lyon. Je savais qu'au moment de ce procès, probablement le moment le plus important de ce procès, ça serait les enfants d'Isieux, les 44 enfants d'Isieux qui ont été déportés sur ordre de Barbie. Donc 44 enfants qui se croyaient en sécurité dans la montagne, à Isieux, et dont les parents, beaucoup de parents les avaient laissés là en espérant qu'ils s'en sortent. Parce que là-bas, il n'y avait pas les nazis, il y avait très peu d'Allemands, il y avait quelques collabos, mais ce n'était pas grand-chose. Et donc ces enfants étaient sûrs de vivre. Et d'ailleurs, ils ne parlaient pas de survie, parce qu'ils vivaient. Et moi, je savais qu'on allait parler d'Isieux dans ce procès, je savais qu'on parlerait des enfants. Maître Klarsfeld a magnifiquement parlé des enfants, c'est-à-dire qu'il les a nommés. Il n'a pas parlé des enfants d'Isieux, il a nommé les enfants les uns après les autres avec leur âge et des petites lettres que les enfants avaient fait aux parents. Chère maman, j'apprends bien à l'école. Il y avait une petite école qui était au premier étage, une petite salle de classe, parce que je ne veux pas devenir un âne et je veux que tu sois fier de moi. Tout ça, je savais que ça serait dit au procès d'Isieux, au procès de Barbie, pardon. Et je savais aussi que le décorum, que toute cette solennité allait écraser les enfants. Je ne pensais pas que Maître Klarsfeld, et il l'a fait, les ferait rentrer dans cette salle par leur nom, par leur âge. Et moi, ce que j'avais peur, c'était ça. J'avais peur que les enfants d'Isieux disparaissent au milieu du procès Barbie. Tout le monde parlait de procès Barbie, de la résistance, etc. Je vous rappelle que Klaus Altmann, qui se faisait passer pour Klaus Altmann, Klaus Barbie, avait dit qu'il donnerait le nom de celui qui avait trahi Jean Moulin. C'est-à-dire qu'il y avait tout un cirque autour. Mais moi, je voulais revenir aux enfants d'Isieux. Et pour revenir aux enfants d'Isieux, il fallait aller à Isieux. Et quand je suis allé à Isieux, donc avant le procès, j'y suis allé parce que Isieux était encore, si je puis dire, comme la Gestapo l'avait quitté le matin de la déportation, c'est-à-dire que ce n'était pas encore un musée, ce n'était pas encore un lieu de mémoire.
tout était intact, la couleur des murs, etc. Tout était là. Il y avait une propriétaire qui était là, qui était embarrassée. Encore un journaliste qui arrive voir cette maison. Mais qu'est-ce que vous cherchez, les journalistes? Vous cherchez qui a trahi? Peut-être que quelqu'un dans le village a trahi, c'est ça que vous cherchez? Et je suis rentré dans cette maison-là parce que je voulais sentir les enfants. Parce que je savais que je ne les sentirais pas au procès, mais je voulais les sentir là, dans le silence. Il n'y avait personne, j'étais seul en fait avec eux. Et ce qui a été bouleversant pour moi, c'était je voulais monter les marches, je voulais poser la main sur la margelle, je voulais rentrer dans la petite salle de classe où on leur faisait la classe. Et dans cette salle de classe, il y avait encore quelques pupitres. Je voulais ouvrir l'un des pupitres et dans l'un des pupitres, il y avait une petite ardoise avec écrit le mot pomme. Un enfant des yeux avait écrit le mot pomme. Je voulais tout ça, avoir ça en moi avant que le procès ne commence. Parce que je savais que ce procès ne serait pas le lieu où on verrait les enfants des yeux, où on les entendrait. Moi, je voulais entendre leurs cris dans les escaliers, je voulais entendre leurs jeux en été, lorsqu'ils s'aspergeaient avec la fontaine. C'est ça que je voulais. Et je savais que le procès ne me le donnerait pas. Mais je savais que la maison des yeux, peut-être, me le donnerait un tout petit peu. Et donc, j'ai été là-bas pour être en communion avec non pas les enfants des yeux, mais ces 44 gamins déportés parce qu'ils étaient juifs. Hélène Westbord, les propos de Sor Chalandon sur vous connaissez bien. Besoin que vous connaissez bien, c'est pour ça que je vous... Je vais réagir brièvement parce que le sujet de notre table ronde, c'est pas Isieux, mais c'est quand même aussi... c'est quelque chose... Et c'est un peu le début de mon livre et c'est un peu... Voilà. Tout à fait important. D'un des livres, mais c'est pas le seul. Hein. Bon, le lieu d'abord d'Isieux, je ne sais pas si certains d'entre vous, j'imagine, sont allés là-bas, mais c'est un lieu absolument magnifique. Aujourd'hui encore, hein, c'est un lieu sur, disons, une éminence. Hein. Il n'y avait à l'époque pas du tout de route praticable aisée entre Lyon et le village d'Isieux, qui est un peu déjà dans les premiers contreforts de montagne. Et le lieu est sublime. On domine la vallée avec le fleuve en bas. Et c'est bouleversant parce que la première chose que l'on comprend, aujourd'hui encore, parce que rien n'a changé, on a voulu, même s'il y a un mémorial, on a voulu être très respectueux de tout, on comprend immédiatement ce que c'est que la barbarie. Parce que je vous rappelle, avril 1944, les 44 enfants qui restaient et qui n'avaient pas pu encore trouver de refuge parce que c'était très difficile. Et la directrice Sabine Zlatin se démenait, allait partout pour trouver des lieux. Donc le 6 avril, alors que les combats faisaient rage tout alentour dans les maquis, la chose urgente à faire, c'était d'aller chercher des enfants innocents dans un, disons, périple qui était aussi périlleux pour les Allemands qui allaient le faire. Et c'est ce que la, disons, directrice Sabine Zlatin a très bien dit au procès Barbie. Hein, les enfants, c'était quoi? C'était des innocents. Donc, ce lieu est absolument magnifique. J'ai participé au départ, suite au procès Barbie, à la définition du projet du point de vue scientifique. Les bâtiments ont été gardés tels quels et on a voulu qu'il n'y ait absolument rien dans la maison principale où étaient les enfants, sinon les portraits, les lettres, c'est tout. C'est-à-dire c'est un lieu qui parle l'absence des enfants, mais qui en même temps nous donne à voir leur joie pendant les 10 mois où ils ont pu y vivre en sécurité. 44 enfants ont été raflés, exterminés, mais c'est plus de 100 enfants qui sont passés dans ce lieu. Et donc, beaucoup ont été sauvés. Et le travail de la Maison d'Isieux a été de retrouver tous ces enfants et de tout identifier de la vie qui s'était déroulée là pendant les 10 mois de son existence.
Alors, que fait-on d'une mémoire héritée quand elle fait histoire? Alors, pour vous, Hélène Westbord, c'est en effet à partir de l'automne 42, hein, puisque ça se passe sur une parvis d'une école à Argenteuil, où vous êtes séparés de vos parents qui sont déportés. Quel chantier une enfant a recomposé à partir de fragments explosés sur le parvis de l'école à Argenteuil, automne 42, catapulté dans une campagne insolite, ni odeur de colle de la boutique du cordonnier, ni rire du père, ni couleur du thé doré. La vie à réinventer dans l'odeur du tabac et les jurons endiablés de la salle du café. Donc là, vous partez, vous êtes en Mayenne, vous êtes à Évron, et à partir de là, en effet, il y a toute cette vie. Alors, vous êtes perçu, à un moment donné, on dit pas la parisienne, vous êtes vécu comme Médée, en fait, figure, on vous appelle comme ça. Donc il y a toute une évolution, finalement, vous découvrez ces nouveaux lieux, ces campagnes insolites. Je vous laisse peut-être nous en parler, parce que c'est vraiment important dans cet ouvrage, au niveau de l'enfance. Vous avez 6 ans, donc, et vous découvrez ces lieux. C'est au cœur du livre et au cœur de problèmes qui peuvent se poser à chacun de vous. Quand on a une existence qui est cassée, quelque part, ou pas, une disparition importante, comment est-ce qu'on fait pour s'y retrouver? Alors là, il s'agit d'une enfant qui n'a pratiquement pas de souvenirs de sa vie antérieure, elle n'a pas 6 ans encore, sinon des souvenirs traumatisants, c'est-à-dire la sortie de l'école où le père adoré l'attend chaque jour et elle court pour se jeter dans ses bras, le père n'est pas là. Et à la place, une femme inconnue s'avance et dit « Tes parents sont partis en voyage ». Point final. Point final. Et la suite, le deuxième souvenir de cette période, c'est la gare Montparnasse, qui est pleine de bottes et de chiens, des bergers allemands. Et l'enfant est juste à hauteur des bottes et du nez des chiens. Et il y a un homme là, qu'elle connaît vaguement, et qui lui dit « Reste là près de la valise, n'aie pas peur, je vais chercher ton billet. » Et l'enfant comprend que cet homme, il a très très peur. L'enfant comprend ça. Elle ne saisit rien de ce qui se passe, sinon la charge tragique, mais elle comprend la peur de l'homme. Et puis, c'est tout. Après, dans le train, elle arrive dans le village et c'est une toute autre vie qui commence. Ce qui était une enfant insupportable, gâtée, devient une enfant très docile, très appliquée, excellente élève, qui veut plaire à tout le monde, qui ira à l'école à partir du début de l'année, donc janvier 1943, et qu'on appelle soit, parce que le nom est difficile à prononcer, soit la Parisienne, et puis bientôt, du nom de la famille qui est venue la sauver, la petite Médée. Alors je vous donne à réfléchir cela, ce n'est pas une invention, c'est très précis. La famille qui m'avait sauvée avait pour patronyme Médée. Alors il y a une phrase, je ne sais pas si c'est dans ce livre-là ou dans un autre, que je vous donne à méditer, et dans la profondeur, vous savez, de ces phrases qui vous arrivent, parce qu'il faut qu'on parle de l'écriture, qui vous arrivent et qui sont tellement plus fortes que n'importe quoi. La phrase, c'est « Qui me sauve, me tue aussi ». Qui me sauve, me tue aussi, sur Chalandon. Vous, c'est pareil, il y a ce goût pour les mots, ce travail sur l'écriture. Par rapport à la figure de votre père, qu'est-ce qui a fait qu'un jour vous êtes lancé dans cette entreprise, si je puis dire, de consacrer plusieurs livres au père, et on le retrouve dans le dernier, vous revenez sur votre enfance. Pour la dernière fois, donc. Pour la dernière fois, non, mais oui. Oui, voilà. C'est important. Non, c'est important. Il faut, à un moment donné, il faut refermer le tombeau. Il faut savoir tourner, passer à autre chose. Quoi, non, pas tourner la page, mais refermer le tombeau. Ouais, refermer le tombeau, voilà. Et d'abord, je viens d'où, moi? Je suis qui?
C'est une question que tout le monde se pose. Quand Hélène était un enfant caché, qui suis-je? Qui sont mes vrais parents? Quelle est ma famille? Qu'est-ce que je fais dans cette campagne-là? Moi, j'ai un père qui, chaque matin, s'inventait une histoire. Chaque matin. Un métier. Mon père n'a jamais... Je l'ai su très récemment. Enfin, mon père n'avait pas de métier. Mon père est mort dans l'hôpital psychiatrique, mais toute mon enfance, j'ai été élevé par un super-héros. Alors, s'il n'y avait pas eu les coups, s'il n'y avait pas eu l'enfance battue, c'était pas grave. J'adore être un père qui est à la fois héroïque, metteur en scène, etc. C'est formidable. Il s'inventait un métier chaque jour. Ça veut dire qu'il n'était pas boucher, charcutier et prof de philo. Non, il était le chef de la CIA, le chef des services secrets français, chef de l'OAS. Il avait créé les Compagnons de la chanson, mais qu'il était obligé de quitter parce qu'Édith Piaf était tombée amoureuse de lui et ça faisait de l'ombre aux autres. Et moi, j'ai la bouche ouverte. Moi, j'ai 12 ans. Un jour, il me dit qu'on va tuer De Gaulle. L'OAS, il était chef de l'OAS, évidemment. Il y avait pour les plus anciens, il y avait Charles Jouot, Salan Zeller et Chalandon, dont on a moins parlé parce qu'il était plus malin que les autres. Moi, je crois tout ça. Ça se déconstruit petit à petit parce que je vois évidemment que toutes ces choses me paraissent étranges. C'est-à-dire que quand il me dit qu'on va tuer De Gaulle, l'OS, l'OS, quand je me promène avec des craies à Lyon pour écrire OS sur les murs, je suis terrorisé, mais je peux faire plaisir à mon papa. Parce que mon papa, c'est un héros et je fais partie de la résistance. Pour lui, l'OS, c'était la résistance. Tout ça est faux et je ne le sais pas. Et donc, plus je vieillis et plus je me dis, attends, je viens d'où, moi, au fait? Je suis qui? Et mon père avait 2 histoires. Une première, donc qui rejoint Isieux, parce que, en gros, c'était, à bien l'entendre, c'était un collaborateur de Jean Moulin, peut-être même le patron de Jean Moulin, je ne sais pas exactement, mais moi je suis très fier. Mon lycée à Lyon, qui s'appelait le lycée des Minimes, devient le lycée Jean Moulin, le copain de papa. C'est quand même génial. Alors les copains doutent un peu, mais tant pis. Je veux dire, les copains pensent que l'enfant qui est en face d'eux est un fou. Ils ne pensent pas qu'il y a un père derrière. Mais moi, donc j'ai Jean Moulin, et juste avant sa mort, il me dit en fait, voilà, je t'ai menti. Donc il va mourir. Je t'ai menti, en fait, j'étais dans la Waffen-SS. J'ai effectivement combattu, mais pas comme on l'entend aujourd'hui. J'ai résisté, mais j'ai résisté au communisme. Et je suis allé me battre en Russie, à Berlin. J'étais un des derniers Français de la Charlemagne qui a quitté les ruines de Berlin et le bunker de Hitler. Et voilà, donc maintenant tu le prends comme tu veux, tu me détestes si tu veux. Et moi, ça me va. Pas parce qu'il était Waffen-SS, mais parce qu'il ne m'avait plus menti. C'était vrai cette fois-ci. Qui peut se targuer en 2014 d'avoir été Waffen-SS? Personne, sauf si c'était vrai, bien sûr. Et mon frère, pendant le premier confinement, d'où ce livre, il m'envoie un mot qu'il a retrouvé dans c'est le truc à la con, les malles où on retrouve des... Ok, sur cette photo. Ben non, mais là c'est vrai, comme ça. Et je vois que mon père, alors qu'il était dans Berlin, en fait il était à la prison de Los-les-Lilles. Et là je réalise que jusqu'à sa mort, jusqu'à son lit de mort, il a menti. Et la prison de Los-les-Lilles m'amène aux archives départementales du Nord, qui m'amène à son dossier pénal. Et là, je tombe sur une histoire qui est juste magnifique. Mon père a porté 5 uniformes en 4 ans. Il a été dans l'armée allemande, il a été collabo avec la Légion tricolore, il a été dans l'armée d'armistice avec de l'A de Tassigny, et il a été dans un maquis du Nord, maquis communiste, alors qu'il se battait à Moscou avec l'uniforme de la Waffen-SS. En fait, il était avec les communistes des FTP, et ça, c'est vrai. Et ma question, que je n'ai pas la réponse, maintenant que je sais tout, c'est papa, pourquoi tu ne m'as pas raconté ça? C'est formidable tout ça. Juste me dire ça. Moi, Waffen-SS, fils de Waffen-SS, voilà. Mais je suis obligé de me demander, mais je viens d'où? Je suis qui? Je n'en sais pas plus sur les raisons. Mais je sais que cet homme, ce jeune garçon, ce jeune gamin, il avait 22 ans lorsqu'il a été arrêté par les troupes américaines, parce que, en plus, le plus magnifique de tout ça, il est dans la résistance en 1944, mais qu'il y reste, c'est génial. Il a un brassard FTP, il est dans la résistance dans le Nord. Non, il démissionne. Il déserte une fois encore pour essayer de rejoindre les armées allemandes en déroute en Belgique. Mais pourquoi, papa? Et ça, je ne le sais pas parce qu'il est mort, donc je n'ai pas la question. En tout cas, moi, ce qu'il me fallait, c'était à un moment donné, dans un roman, puisque j'avais commencé à dire « Qui es-tu, papa ?» Dans un roman, dire « Ben voilà, tu es celui-là, papa. » Et maintenant que je le sais, maintenant que c'est fait, ça y est, on ne va pas passer la vie dessus, déjà que j'ai un certain âge. Mais ça va, c'est bon maintenant. Il y a quand même quelque chose qui relie vos deux ouvrages sur Chalandon et Hélène Weisborn, c'est le moment où, vous venez d'en parler,
vous découvrez grâce à un ami, Alain, là, qui vous... Oui, l'historien. Un historien, ouais, ami historien, aux Archives du Nord, il vous remet une enveloppe, c'est là que vous avez tout le dossier, en fait. J'ai tout. Voilà. Et vous-même aussi, Hélène Westbord, il y a un moment donné, vous accédez un peu aux archives, il y a quelque chose qui se... Et voilà, c'est dans Talon d'Achille. Il y avait, je crois, une correspondance, c'est ça, dans L'amour sans visage. D'où l'intérêt de l'oralité, enfin, encore plus. Mais bon, dans celui-là. Voilà, dans celui-là, voilà. Dans L'amour sans visage, il y a effectivement une correspondance de mon père après son arrestation, quand il est au camp de Drancy, avant le départ. Hein. Il est au camp de Beaune-la-Rolande, pardon, excusez-moi, l'émotion là. Hein, il n'est pas encore à Drancy, qui est l'antichambre. Il est à Beaune-la-Rolande, et à partir de la fin 42, c'est ça, jusqu'à son départ en février 43. Et ce sont des lettres extraordinaires. Mon père était un militant et je parlerai après de ma lecture des lettres. Et on sent à travers ces lettres qu'au début, c'est un homme fort qui essaie de résister avec toute son habitude et son énergie, mais on sent à travers les lettres, comme je les ai regardées de près, combien peu à peu il se rend compte qu'il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Et donc, mais ces lettres, je n'ai pu les lire qu'une fois que j'ai eu écrit ce livre sur le père. Alors, je reviens au rapport avec Sorge et ses livres que je trouve très intéressants. D'abord, tous les deux, c'est le rapport au père, et c'est tellement fort qu'il nous faut une série d'ouvrages pour épuiser le thème. C'est vrai. Là, vous êtes arrivé au dernier. Oui. Moi, j'ai écrit L'amour sans visage. J'ai écrit La chambre de Léonie, un univers proustien qui me ramène aussi à mon histoire, et Talon d'Achille. Il y a encore un projet. Je ne sais pas si je le ferai. Et ensuite, c'est clos aussi. Et on passe à autre chose. Ça fait un bien fou, vous verrez. Bon, ce qui est aussi... Moi, j'aime beaucoup qu'on soit là en dialogue, parce qu'on est à la fois symétrique et antithétique. Oui, hein, c'est vrai. Disons, il ne faut pas que je me laisse emporter par mes divagations. On a le droit de divaguer aussi. Hein, mais tous les deux, on est quand même dans la mythologie du père. Oui. Dans la mythologie du père héroïque. La légende de nos pères. La légende de nos pères, c'est un de vos livres. Justement, j'allais citer ce titre. Et dans mes livres à moi, il y a une grande absente, sauf dans ce dernier livre, c'est ma mère. Pareil. Elle est complètement effacée. Bataille. Alors qu'elle a joué un rôle considérable, certainement, dans mon éducation et dans mon salut. Mais il y a le père, là. J'allais le dire, oui. Hein, il y a le père. C'est l'étendard. Et ce qui m'a beaucoup intéressée en lisant Sorge et dans le rapport entre nos livres et moi, celui-ci, Talon d'Achille, c'est que chacun de nous a besoin de se projeter dans un univers structurant. Mm-hmm. Et que c'est le récit pour des vies qui sont très difficiles à comprendre, contradictoires, pleines de mystères. Il y a l'enquête, bien sûr, mais il y a aussi le récit. Se raconter. Il y a deux choses. Il y a la lecture des livres d'abord, et ensuite l'écriture, se raconter et se projeter dans un récit. Alors Sorge, bon, disons avec tout ce qu'il connaît, tout ce qu'il a eu de son père et son activité de journaliste, il y a une profusion de détails extraordinaires, une précision du regard. Alors le point opposé me concernant, c'est que moi, c'est un univers fantomatique. Oui. Un peu, on est dans l'ombre.
Et c'est pour ça que l'univers proustien me convient tout à fait. Donc voilà, il y aura encore beaucoup de choses à dire, mais je trouve que la lecture rapprochée des deux livres est pleine d'enseignements. Et ce qui est formidable, parce que vous parlez de la mer, moi, il y a aussi cette absence dans mes romans, parce que la mer, quand mon père avait dit tu vas tuer De Gaulle, j'avais 13 ans, j'avais peur. Et je suis allé dire à ma maman, parce que là je vais parler comme un enfant, je suis allé dire à ma maman, mais j'ai peur de tuer De Gaulle, maman, et elle m'a dit, oh tu sais, moi la politique, j'y connais rien. Je crois que c'est la phrase la plus formidable qu'une mère puisse faire pour rassurer son fils. Et quand vous parlez des lettres de votre père, moi c'est bouleversant parce qu'il y avait quelques lettres dans le dossier pénal de mon père, dont une en fait j'ai pleuré, j'ai ri à la fois. C'est mon père qui parlait au juge, donc c'est une lettre à son juge avant qu'il soit jugé. Il disait, monsieur le juge, je suis un soldat, pas un romancier. Je trouvais ça tellement joli. Et je me suis dit, bah si, papa, tu es un romancier. Oui, Hélène Westbord, en l'occurrence, oui, vous évoquez aussi votre mère là, dans le Talon d'Achille, qui est en effet différent par rapport au précédent, L'amour sans visage. Il y avait cette volonté, quand vous avez écrit ce livre, d'en parler, de l'évoquer? Non, il n'y a pas de volonté quand on écrit un livre. Oui, c'est ça, il n'y a aucune volonté. D'accord. On a soit une bien image ou soit une expression. Par exemple, celui-là, il s'est mis en place, il a été très très long à écrire pour moi, c'était très difficile parce que je n'avais aucun souvenir. Et il s'est mis en place quand j'ai trouvé l'expression « l'amour sans visage ». Voilà. Et c'est à partir de là que j'ai pu travailler au jour le jour. Mais il n'y a pas de volonté de dire des choses. Je veux dire, dans la mesure où j'ai été enseignante et où j'ai adoré, et j'adore toujours ce métier, quand on est enseignant, on prépare un cours, on a un fil directeur et on sait ce qu'on va dire. Mais quand je me suis mise à écrire, j'ai dû procéder à un retournement difficile. Parce que l'écriture, pour moi, telle que je la pratique, c'est on a juste un mot, une expression, une image fédératrice, et ensuite on se lance dans le vide. On ne sait pas ce qu'on va écrire, et on le sait une fois qu'on a écrit ou le chapitre ou le livre. Ça, c'est extrêmement important. Il n'y a pas de volonté d'exprimer ou de dire ceci ou cela. L'écriture nous dépasse. Alors moi, ce que j'avais lu, ce que j'avais cru comprendre, c'est que le titre « L'amour sans visage » vous était venu à la fin du livre. C'est une fois le livre terminé que ce titre s'est imposé. Est-ce que j'ai été mal renseigné ou pas? Oui, c'est pas... Non. D'accord, ok. Hein, c'est pas tout à fait... Parce que j'aime bien aussi l'idée d'écrire, de ne pas savoir de pas vouloir savoir où l'on va, et tout d'un coup on se dit, mais voilà le titre. C'est ça. D'accord. J'aime bien ça, parce qu'il y a des gens qui disent, oui, il y a ceux qui font des plans. Bon. Il y a ceux aussi que je ne crois pas non plus, qui disent, mes personnages m'ont emmené, et là je ne savais pas. Non, c'est pas vrai non plus. C'est juste, on y va. Et c'est vrai qu'on ne sait, d'abord, on ne sait même pas si on le finira. Chaque jour, on travaille sur quelque chose qui est obscur, en fait. Et j'aime bien cette obscurité-là. Et à la fin, il y a peut-être un peu de lumière ou pas du tout. J'adore cette expression qui est... Vous savez, il y a la lumière au bout du tunnel. J'adore cette expression parce que ce qu'on répond, c'est oui, c'est peut-être le train qui arrive en face. Ah oui, c'est pas mal. Oui, mais oui, c'est mon côté optimiste. C'est exactement ça. On y va. On y va. On y va. Oui. Et dans l'obscurité. Alors, l'univers proustien, c'est un univers très obscur, de démêler des choses qui sont fuyantes. C'est fantomatique, l'univers de Proust. C'est extraordinaire. Et puis, avec aussi, comme dans la vie, des ruptures entre les personnages. Je prendrai le personnage de Swann parce que je crois que beaucoup d'entre les lecteurs connaissent au moins Un amour de Swann.
on a affaire à un personnage très distingué, jockey club, aristocrate, accepté dans la grande aristocratie, bien que juif, et qui est d'une délicatesse extraordinaire. Et puis donc, il y a cet amour pour Odette, dans Un amour de Swann. Et il est complètement passionné, il la suit partout, il ne pense qu'à elle, pour, au bout du compte, conclure le livre par une muflerie. Il s'aperçoit qu'il ne l'aime plus et il se dit, dire que j'ai perdu mon temps pour une femme qui n'était pas mon genre. Et puis, quelques volumes plus loin, dans la recherche, on le retrouve. Et quoi? Il est marié avec Odette et ils ont une fille. Donc, vous voyez, c'est quelque chose d'extrêmement discontinu et qui correspondait, toute mesure gardée, tout à fait au fil brisé de mon existence. Oui, il y a quand même, vous parlez aussi de l'importance des livres, vous en parlez, Hélène Westbord. Vous dites, vous écrivez à un moment, les murs sont couverts de livres autour de moi, partout où je vis, où j'écris. Ils dessinent le long parcours de mon approche vers l'histoire de mes parents, celle de millions et la mienne parmi toutes. Je relis Stefan Zweig, Thomas Bernhard, Peter Handke, Sebald, autant de voix singulières pour éveiller à l'impensable. Souvent, leur importance est mieux soulignée aujourd'hui qu'au moment de la parution. Quel fut leur accès à chacun au poids insupportable d'un présent marqué d'un tel héritage? Lucidité, révolte, effacement, autant de voix intérieures qu'ils ont su nous transmettre. Donc l'importance des livres, des mots, de l'écriture. Enfin, je pense que là, vous avez... Georges, vous partagez. Oui, mais non, parce que là nous sommes en contradiction absolue. Nous, il n'y avait pas de livre. C'est-à-dire que le bonheur, enfin, j'ai entendu l'absence, j'ai entendu l'amour sans visage, tout ça, je l'ai entendu parfaitement bien. Mais vous aviez des choses pour comprendre, pour vous rattacher, pour étudier, pour enquêter. Nous, le livre, c'est quelque chose de sale. Il n'y avait pas de livre, il n'y avait pas de musique. C'est une enfance sans bruit, à part la première chaîne. Pour les plus anciens, il y avait une seule chaîne, vous vous souvenez quand même. Il n'y avait pas 2 chaînes, 3 chaînes, il n'y avait pas Netflix, il y avait une chaîne de télévision. Et ce bruit en continu, mais il n'y avait pas de livre. Moi, je vais vous dire une chose qui est... Maintenant, j'ai 3 filles, mais 2 qui sont jeunes. Lire. Moi, j'allais en cachette à la bibliothèque Saint-Jean à Lyon pour lire, en cachette. Parce que mon père trouvait que lire, c'était faire rentrer quelque chose à la maison qui n'était pas de lui d'abord, qui était un danger. Parce que plus tu lis, plus tu t'inscris et plus tu te libères. Et donc moi, à l'inverse, il n'y avait pas de livre, jamais. Donc tous ces livres-là, c'est bien plus tard que j'étais obligé de me faire, en fait. C'est-à-dire que moi, je me suis sauvé de chez moi, j'avais 16 ans, j'ai été sans domicile fixe pendant plus d'1 an. Et c'est après que j'ai découvert les librairies, les bibliothèques, les musées, toutes ces choses qui, pour mon père, étaient une sorte une correspondance avec le diable, de quelque chose de très vilain, et vivre avec ça. Et c'est ça. Enfant de salaud, c'est important pour moi. C'est pas l'homme qui a trahi la France et tout ça. C'est celui qui a menti à son enfant. Et celui qui lui a fait croire qu'il allait tuer De Gaulle. Et celui qui a humilié et battu sa femme, c'est ça, le salaud pour moi. Jamais, maintenant que je suis ici, j'ai un certain âge, mais dans cette salle, jamais, si quelqu'un me disait qu'il a été dans la collaboration pendant la guerre, jamais je me permettrais de dire que c'est un salaud. Qui, ici, sait ce qu'il aurait fait pendant la guerre, sauf s'il avait été obligé, évidemment, personne. Donc le salaud, c'est pas celui qui a trahi son pays, c'est celui qui a trahi son enfant et qui n'a jamais eu le seul uniforme qu'il a jamais porté, c'est l'uniforme du papa. Pour moi, c'est ça, un salaud. Oui. Alors, je vais reprendre votre expression, Sorge. Le livre est un danger, il est dangereux. Ben oui, la preuve, c'est que les nazis ont fait des autodafés, ça a commencé très vite, et que ça continue. Les proscriptions aujourd'hui, on n'a pas parlé de tout ce qui se passe aujourd'hui, les proscriptions d'écrivains, de livres, d'écrits, de tracts, parce qu'une chose est parler, l'oral, et une autre chose est le livre et l'inscription. Comme je dis, il faut que les mots pénètrent. Vous voyez, quand on m'a dit « tes parents sont partis en voyage », ça, c'était pas suffisant. C'était une phrase orale qui n'avait aucun fondement, aucun prolongement en moi. Tandis que la correspondance écrite du père,
Ça, c'était autre chose. Alors, sur les livres, je voudrais vous lire juste un tout petit passage de La chambre de Léonie, qui est au début, qui explique aussi mon amour de Proust. La lecture est l'histoire de nos vies, les vêtements imaginaires qu'elle nous prête un temps pour jouer en costume des rôles où l'on s'apprend soi-même. Ainsi, comme un livre, notre vie s'écrit par chapitres. Je vais tenter de relire, pas dans le bon ordre successif, mais selon l'émergence des secrets qui m'ont été révélés. Donc, vous voyez, pour l'importance des livres comme miroir, et aussi, on tient ça de Proust, le fait que le récit, aujourd'hui, il n'est plus du tout, disons, régi par la chronologie, mais il en est affranchi. C'est la remémoration, et ça dans les livres de Sorge comme dans les miens, c'est la remémoration qui permet de reprendre en zigzag, et à tout moment, et de croiser des strates extrêmement différentes de nos vies et de celles des autres. Moi, je parle de Schliemann dans Talon d'Achille, le découvreur de Troie, et tout ça, je crois que c'est assez fluide. J'aime beaucoup mêler les strates différentes. On passe de l'un à l'autre sans aucune difficulté. C'est une grande fluidité. Cette remémoration, Sorge Chalandon, dont parle Hélène Weisbord, voilà, vous la rejoignez. Je suis d'accord. Tout à fait. Totalement, vous inscrivez dans cette... Oui, absolument. Et le titre Enfant de salaud, puisqu'on vous parliez du titre tout à l'heure. J'en ai parlé là. Oui, moi, mais non, c'est pour pas qu'il y ait d'ambiguïté. Voilà, parce qu'il y a des gens qui, sans l'avoir lu, m'ont dit oui, mais enfin tous les collabos n'étaient pas des salauds. Alors moi je pense que si, mais bon, c'est pas très grave. Mais en tout cas, je ne juge pas. Et ce n'est pas que ça n'aurait aucun intérêt. Le salaud là, c'est l'homme qui a laissé sa famille sans trace, sans repère, sans mémoire, sans éducation, sans rien de vivant. C'est ça, pour moi, le salaud. C'est celui qui nous a lancés dans la vie comme sur un trottoir. C'est ça, le salaud. C'est l'homme qui jusqu'à son lit de mort, ment, Waffen-SS, menteur, qui explique qu'en fait, il était en Russie, que c'était faux. C'est ça, le salaud. Le salaud, c'est l'homme qui m'a laissé nu. Moi, je me suis enfui de chez moi à 16 ans. Je ne sais rien à rien. Je ne sais pas ce que c'est qu'un livre. Enfin, si, je connais les livres d'école, mais donc d'où, je pense... l'Iliade, j'ai eu un peu de mal. C'est-à-dire que tout ce qui était de l'ordre de la littérature, mais de l'ordre de la beauté, de l'ordre juste de la beauté. J'ai pas connu la beauté. Et ça, c'est des choses qui... Mais il faut reconstruire ça après. Alors moi, la chance, parce que un jour, j'ai dit une bêtise à quelqu'un que je ne redirai jamais. C'est un garçon qui est orphelin. Et je lui ai dit, je pense que j'aurais préféré être orphelin plutôt que d'avoir eu mon père. Mais bien sûr que non. Quand j'y réfléchis, je préfère avoir un père tortionnaire et une mère aveugle et silencieuse que rien. Et donc, j'ai commis cette erreur et je me suis excusé après parce que je commençais à dire, oui, mais ce qui est bien qu'est-ce qui est bien quand on est orphelin? Rien n'est bien quand on est orphelin. Mais je m'étais trompé. C'est-à-dire que ce que je voulais expliquer, ce que j'aimais dire, c'est qu'au moins, orphelin, on n'a pas eu à se battre. Mais c'est bien qu'on ait à se battre lorsqu'on est enfant contre un père ou contre une mère, parce qu'après, on se construit. Donc, plus jamais j'aurais la bêtise de dire quelque chose comme ça. C'est exactement comme si, à Hélène, je dirais « Oh, la chance, dis donc, moi, c'est inaudible. » Et j'ai passé ce stade-là. Je suis passé du stade beaucoup plus jeune, j'aurais préféré être orphelin, au stade de l'adulte que je suis et le père que je suis aujourd'hui, en disant, voilà, j'ai eu le père que j'ai eu et c'est comme ça. Oui, ça ont des propos très forts, là. Alors, par rapport à moi, il ne résonne pas complètement. Parce que je dois dire que moi, je n'ai pas été complètement orpheline. J'ai été sauvée par un couple qui m'a beaucoup aimée. Comme une fille ensuite. La famille m'aidait. Donc j'étais entourée d'amour. Dans un premier temps,
c'était sûrement très difficile. Rien n'était dit. C'était complètement enfoui en moi. C'était trop douloureux. Il m'a fallu beaucoup de temps, de l'analyse, une longue analyse pour en sortir et pour découvrir, en fait, je reviens à la Mayenne, qu'Évron avait été une ville magnifique de salut, avec des parents aimants, une basilique absolument splendide qui m'avait donné le sens de la beauté et du rituel, et que j'avais été dans mon malheur une enfant tout à fait fortunée de tomber sur un homme qui avait été fidèle à la promesse donnée et qui, bourru et grognon, s'était épris d'amour pour cette petite fille sauvée. On va, oui, peut-être vous passer... Tout le monde a le vieil homme et l'enfant en tête, je pense. Hein, ce film que les moins ne peuvent pas connaître. Mais s'il repasse un jour, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Avez-vous des questions, des remarques, des réflexions, puisqu'on garde un moment pour qu'on puisse échanger avec vous, avec grand plaisir. Voilà, c'est peut-être le moment, si vous souhaitez intervenir. Ouais, non, mais, il y a aussi des... Ah, quelqu'un... Je ne sais pas s'il y a un micro qui circule ou sinon je vous apporte le mien. Ouais, il y a un autre micro ou c'est... Ouais. Ah bah celui-là ouais. Ah bah non, oui. Oui, c'est ça. Tout d'abord, merci beaucoup. Je suis très émue. J'ai lu vos livres avec beaucoup d'émotions. Et au milieu de vos pages, vous en avez un peu parlé, il y a une absence qui m'a beaucoup marquée, c'est la figure de la mère, qui me semble très difficile à comprendre avec ce que vous en dites. Monsieur Chalandon, le fait qu'elle était peut-être aveugle à ce qui se passait, ou qu'en tout cas elle ne réagissait pas, ou qu'elle peut-être vous a pas assez protégé. Et Madame Vesbord, le personnage de la mère qui m'a semblé peut-être un peu fantasque et avec qui vous avez noué des liens très différemment d'avec la figure paternelle. Et je me demandais pourquoi ne pas écrire sur l'image de la maman, ou peut-être un peu en décalage avec celle du père. Alors moi, vous voulez parler de la mère, je dirais, adoptive. Hein ? Oui, pardon. Parce que le livre Talon d'Achille, c'est consacré à la mère, la mère biologique. Oui, la mère de... C'est dans quel livre je m'embrouille, moi oui, c'est dans Talon d'Achille, c'est ça ? Oui, c'est... Non, c'est dans La chambre de Léonie, pardon. C'est un chapitre très mystérieux, énigmatique, je dirais, et que j'ai voulu garder énigmatique, qui s'appelle La chambre de satin rose dragé. C'est ça ? C'est volontairement que j'ai gardé le caractère mystérieux de cette chambre. Il y a toute une série de chambres qui correspond tout à fait à l'écriture de La recherche du temps perdu, avec la suite des chambres, qui est une véritable initiation à la réalité de la vie. Mais la chambre de satin rose dragé, c'est quand l'enfant arrive dans ce village où elle est totalement nouvelle, neuve. Elle est assise sur le rebord d'un lit d'une femme qui se repose dans l'après-midi. Et cette femme, elle prend l'enfant pour confidente et elle lui parle de ses amours, de ses déceptions, de son mariage raté, etc. Et l'enfant boit ses paroles parce que c'est une beauté extraordinaire, cette femme.
et d'autre part, parce que, et ça, on le découvre après, parce que c'est un récit. Et pour l'enfant, c'est une initiation à la seule chose qu'elle sent possible pour elle, qui est de raconter. Voilà. Donc, voilà pour cette mère énigmatique. Alors, reprendre, peut-être il faudrait, mais il faudrait chercher trop de choses maintenant. Alors moi, c'est un peu différent, c'est-à-dire que c'est une victime, en fait. Ma mère, c'était une victime de mon père. Et j'ai appris beaucoup plus tard que des mamans avaient pris leurs enfants sous les bras pour se sauver de chez elles. Je ne pensais pas que c'était possible. Elle ne devait pas penser que c'était possible non plus. Donc jusqu'au bout, elle l'a accompagnée dans ses mensonges, dans sa violence, en essayant de nous protéger. Par exemple, elle nous donnait une gifle en disant « Ah, mon père, non, ça y est, c'est fait ». C'est une façon d'être pour une mère. Dans Enfant de Salaud, mon dernier roman, il y a un passage sur elle. C'est son départ à la retraite. C'est un passage qui est l'un des pires, je trouve, du livre, parce que c'est l'un des plus violents sur cette petite dame. Elle vient de mourir. Elle est morte il y a moins de 2 mois. Je m'étais juré de ne rien écrire tant qu'elle serait en vie. Maintenant, je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que écrire, ça peut être trahir aussi. Puis des fois, on n'a pas envie. Ou alors, je ne peux pas... Moi, ce que je peux vous dire, juste pour vous... C'est une petite anecdote minuscule, mais pour vous montrer à quel point elle avait peur. On revient de la crémation de mon père en 2014. On revient de la crémation, près de Lyon, à Bron. On l'emmène avec mon frère jusqu'à la porte de son appartement. Et elle dit, demain, je vais changer les serrures. Et je lui dis, mais papa est mort, maman. Elle me dit, avec ton père, tu sais, on ne sait jamais. Et je crois que, voilà, je ne lui en veux pas une seconde. Elle nous a aimés comme elle pouvait, elle n'a pas eu le courage de se sauver, de nous sauver. Mais c'est ma mère et c'est mon père. C'est-à-dire la difficulté de l'amour qu'on porte à ses parents, quoi qu'ils aient fait, c'est que c'est un amour qu'on porte jusqu'au bout, quoi qu'ils aient fait. Et jusqu'au bout, et l'homme qui me portait des coups enfant, j'ai toujours une tendresse pour lui, c'est incompréhensible. Et c'est pas de l'emprise, c'est je suis père maintenant. Et ma revanche, c'est une magnifique phrase du gréviste de la faim irlandais qui s'appelait Bobby Sands, qui est mort en grève de la faim et qui, juste avant de mourir, donc il avait été arrêté, il avait été salement torturé par les Britanniques, et avant de mourir en grève de la faim, il écrit « Notre revanche sera le rire de nos enfants ». Ma revanche, c'est le rire de mes filles. C'est pour ça que je ne leur en veux plus, parce que tant pis pour eux. Ils n'auront pas connu leur petite fille, ils n'auront pas connu ma femme, ils n'auront pas connu moi. Tout ça leur est passé à côté, tant pis. Mais ça va, quoi. Donc, il y aura peut-être quelque chose sur la mère, mais j'ai très peur parce que je vais en finir sur le père et comment la mettre, elle seule, en scène. Ça va être très compliqué à poser d'un point de vue romanesque. Comment faire qu'elle soit là seule sans que lui soit là, parce qu'elle n'était que le produit de sa peur et le produit de sa tyrannie. C'était le Minotaure. Et elle était enfermée comme nous dans le labyrinthe. Et je ne sais pas. Donc je ne sais plus. J'étais certain, j'ai toujours dit que dès que ma mère meurt, je m'y mets. Mais je ne sais plus maintenant qu'elle est morte. Je ne sais plus. Je ne sais plus, et puis c'est peut-être bien comme ça. Vous voyez, on retrouve la mythologie, hein, le Minotaure et Dédale. Oui. C'est un... Et là, excusez-moi, parce que je ne me souviens plus, la famille Médée, c'était eux ou pas? Non, pas à ce point-là quand même. Si. Ah, mais non. Si, je vous assure. Non, je n'ai pas osé demander tout à l'heure. Ah oui. Si. Et eux. Si. Et eux. Ah, c'est magnifique. Et alors, moi, j'ai essayé de faire que à l'angle du café de la gare, là, il y a une petite place. Et j'ai essayé près de la municipalité d'Évron de faire que ce soit dénommé place Marcel Médée. Oui. Mais est-ce que la municipalité d'Évron nous entend? Oui, qu'elle nous entend. Est-ce que non, allez, c'est mieux que la rue des Lilas ou sûr, ou je sais pas moi, la rue Charles Maurras, ou vous voyez, il faut commencer à débaptiser maintenant quand même. Son prénom, encore une fois? Marcel. Marcel Médée.
rue Marcel Médé, à Évron, ça serait magnifique. Oui, surtout que j'ai parlé de l'église, mais très rapidement, surtout que dans une des chapelles de l'église magnifique, il y a un Saint-Marcel à la gorge tranchée. Oui. Et quand j'étais petite fille en cire, j'allais à l'église, j'allais à la messe, j'ai été baptisée, et j'étais en arrêt devant cette chapelle, en me demandant ce que Marcel avait bien pu faire pour être condamné à ce point-là. Mais il avait caché Hélène. Voilà. Est-ce qu'il a été reconnu juste? Oui, bien sûr. Bah, les deux. Au mémorial. Donc je suis désolé, mais je trouve que Évron, ça serait formidable si vous avez des justes. Ouais. Il faut les glorifier. C'est la moindre des choses. Voilà. Merci de transmettre. Merci de transmettre. Ah ben ça y est. Mais transmédé, j'avais Médé en tête. J'avais Médé en tête depuis tout à l'heure. Avant que je vous invite à poursuivre la discussion avec Sœur Chalandon et Hélène Vesborg, y a-t-il une question, une remarque, réflexion dont vous voulez faire part avant que nous mettions un terme à cet échange? Vous avez... Et avec vous aussi. Il faut être deux pour débattre. Autrement, merci. Et vous aussi. Merci. Oui, bonjour. Je ne sais pas si je suis hors sujet, mais on parle de la Deuxième Guerre mondiale, puis l'Irlande du Nord. Aujourd'hui, c'est une autre guerre ailleurs. Avant, c'était le Mali. Est-ce qu'il y a moyen d'arrêter tout ça à un moment donné? D'arrêter tout ça? Les deux. D'arrêter les guerres? Pardon? Je n'ai pas compris la question. D'arrêter les guerres? Oui. Nous deux? Les deux, oui. Oui, on y songe. On s'est partagé le travail. Oui. Hélène est reçue par Poutine. C'est très gênant de le dire en public, là, parce que c'est un peu quand même couvert par le secret d'État. Mais en tout cas, Hélène est reçue par Poutine lundi. Ah oui. Voilà. Et moi, j'essaye d'être reçu par le nouveau ministre nord-irlandais, nouveau ministre britannique, pour lui dire de mettre, que cette frontière saute. Moins pour... ça serait bien, mais comment on peut faire pour arrêter une guerre? Il faut lever les yeux vers le ciel. Alors, d'abord, c'est important, il n'y a pas de paix sans justice. Jamais. Donc, tant qu'il y a de l'injustice, il y a de la guerre. Et l'Irlande en a été une preuve. Il n'y a pas de paix sans justice. Donc, oui. Il n'y a pas de paix sans justice. Non, et puis actuellement, il y a quand même une concurrence effrayante pour tellement de choses. La terre est devenue trop petite pour les hommes. Chacun veut accaparer l'eau, les champs, produire les richesses. Donc, il y a un trésor qui est stable et une population qui est en expansion. Donc, mais en tout cas, je vous jure que nous deux et d'autres, lorsqu'on écrit, on fait la guerre à la guerre. Lorsqu'on écrit. Ça, je comprends. Et ça, alors l'arme, je suis désolé d'être un peu précis, mais un Glock 9 mm canon court sera toujours plus efficace qu'un mot, mais peut-être qu'un mot pourra un jour, non pas enrayer, mais gêner. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on brûle les livres. C'est exactement pour ça. Il y a comme la grande majorité des gens, ils ne veulent pas la guerre. Oui, ils veulent. Mais les guerres arrivent. Oui, mais ils l'ont. C'est ça le problème. Non, mais je pense que chacun essaye de faire son boulot à son niveau. Nous, je sais que lorsque l'on écrit,
qu'est-ce qu'il y a écrit dans les livres d'Hélène? Il y a écrit « plus jamais ça » aussi. Il y a écrit ça. Et je trouve que ce « plus jamais ça », soit on l'écoute, soit on l'entend. Et alors, je vais être beaucoup plus dur. Si on l'ignore, celui qui dit « j'ignore plus jamais ça », ça devient mon ennemi. Mon ennemi, physique. Et cet ennemi-là, je le combats, physiquement. Voilà. Il y a un seul... Oui. Il y a un seul écrivain qui pratiquait à la fois les mots et autre chose, c'est Alfred Jarry, dans les rues de Laval, justement, le surréaliste. Il se promenait en tirant au revolver et quelqu'un lui a dit, une dame lui a dit, mais enfin monsieur, attention, vous allez tuer mon enfant. Qu'à cela ne tienne, nous vous en ferons un autre. Comme disait Ubu, merde alors. Voilà, merde alors, le mot de la fin, parfait. Merci beaucoup en tout cas. Merci de votre attention, merci Hélène Westbord et merci Sor Chalandon.